en région Bretagne, une communauté de 450 000 habitants, particulièrement engagée dans les grandes transitions actuelles, notamment en matière d'urbanisme plus circulaire, l'expression qui est chère à Sylvain Grisot, mais aussi en matière de mobilité intelligente. Ici, les élus collaborent régulièrement avec l'agence d'urbanisme Audiard, notamment pour anticiper les objectifs du ZAN et son impact sur le tissu économique en premier lieu. Et pour cela, dans le cadre de l'actualisation du schéma d'aménagement économique de la métropole, une mission a été confiée à cette agence en vue de requalifier et de redensifier les zones d'activité. Cette expérience partenariale est intéressante. Elle va nous être présentée en 3 temps. D'abord, François Rouault, qui est directeur du développement économique, de l'emploi et de l'innovation à Rennes Métropole, qui va intervenir pour nous rappeler le contexte de cette mission. Puis, c'est Jérôme Mal, chargé d'études économie à l'Audiard, qui interviendra pour présenter la méthode déployée et pour identifier le potentiel d'optimisation de ce foncier économique. Et puis enfin, c'est François Rouault qui interviendra à nouveau pour évoquer les enseignements de cette analyse et les actions concrètes conduites par la métropole pour répondre à ces nouveaux enjeux. Vous avez la parole pour 15 minutes. Essayons de tenir le délai pour laisser un petit temps d'échange quand même avant de passer à la conclusion, bien sûr. C'est à vous. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer d'être très bref sur la première partie introductive, puisqu'effectivement, mon propos a surtout valeur de contextualiser l'intervention de Jérôme Mal tout à l'heure, donc chargé d'études à l'Audiard, dans le cadre pour représenter un peu le contexte du schéma d'aménagement économique de Rennes Métropole. Donc, si on peut avoir le slide. Vous voyez ? Alors, est-ce que vous voyez la présentation ? Moi, je ne l'ai pas, moi. Ah. Nous, on la voit, en tout cas, moi, je la vois. On la voit. 2 premiers volets du SAE. Oui. Alors, si on peut dérouler, alors, à ce moment-là. Voilà, je suis sur la slide qui présente l'acte 1 et l'acte 2. Je ne sais pas si tout le monde voit ça, si c'est bon. Bon, alors moi, je ne les vois pas, mais ce n'est pas grave. Je vais le faire. Alors, le schéma d'aménagement économique, hein, donc très, très rapidement, un premier acte avait été fait en 2008, un deuxième en 2017, et comme vous le voyez peut-être sur le slide, donc un schéma d'aménagement économique qui était adopté en fin 2017 et qui était censé nous porter jusqu'à 2035 avec une logique un peu de planification des nouvelles zones d'activité jusqu'à cette époque-là, donc intégrées progressivement dans le PLUI en matière réglementaire. Slide suivant. Bon. Sur le slide suivant, vous avez les raisons pour lesquelles en fait, on a engagé finalement beaucoup plus rapidement que prévu un acte 3 de ce schéma d'aménagement économique. Alors pourquoi ? Pour des raisons assez simples finalement. Donc la nécessité de programmer de nouveaux sites sur un territoire dont l'économie est en pleine expansion, pas tellement dans des logiques d'ailleurs d'attractivité exogène, mais simplement pour répondre aux besoins d'expansion de nos entreprises et à leur création d'emplois, donc celles qui sont déjà sur le territoire et très largement confrontées aux questions par exemple de desserrement urbain. C'était aussi évidemment la nécessité de répondre aux enjeux et aux programmes politiques des nouvelles équipes municipales donc élues en 2020. Le point évidemment le plus fort, l'inflexion majeure que représente pour l'aménagement économique la volonté de limiter fortement l'artificialisation des sols. Donc on est au cœur de notre sujet et donc de l'anticipation du zéro artificialisation nette à prendre en compte évidemment aussi dans la programmation du foncier économique. Et puis des questions fortes également sur la répartition de l'activité économique sur le territoire à l'échelle de la métropole mais plus largement à l'échelle de l'arche urbaine avec une relation plus forte à construire évidemment avec les enjeux de mobilité et de peut-être réinterroger, remettre en question certains postulats autour de, par exemple, la localisation des activités tertiaires, des activités de logistique ou des entreprises industrielles. L'émergence également de nouveaux enjeux industriels, notamment l'industrie 4.0, d'enjeux écologiques autour de l'économie circulaire, de la transition énergétique de l'économie, des typologies aussi d'économie sociale et solidaire, des nouvelles formes économiques hybrides qui apparaissent et qui donc nécessitent aussi de réfléchir un petit peu à leur localisation, et enfin des enjeux sociétaux comme un nouveau rapport au travail, le télétravail par exemple, et donc l'aménagement qui peut en découdre, et notamment aussi la logique de plus en plus forte de ce qu'on appelle des zones d'activité servicielles, donc d'intégrer de plus en plus de services dans les zones d'activité. Slide suivant, s'il vous plaît.
Des enjeux également nés autour de besoins d'observation, d'améliorer nos outils d'observation de l'évolution du foncier économique pour avoir aussi une logique d'anticipation et de meilleure connaissance de ce qui se passe. Des enjeux de qualité et d'attractivité des zones d'activité de proximité existantes. C'est aussi une capacité finalement de recréer des potentiels d'accueil d'entreprise, c'est de regarder ce qui se passe sur les zones d'activité existantes. Est-ce qu'il y a de la vacance? Si oui, pourquoi? Est-ce que c'est une question de qualité de ces zones et donc d'attractivité et donc éventuellement d'y remédier? Et puis, le principal sujet qui est celui évidemment qui nous intéresse ce soir, qui est la question de la densification des zones d'activité et donc un travail de repérage des principaux potentiels fonciers qui sera donc effectué à conduire pour identifier des sites de densification prioritaires et engager des démarches opérationnelles avec éventuellement aussi une capacité à réfléchir à de nouveaux outils d'intervention. Donc, je vais passer directement moi, à mon slide donc, suivant et puis on peut dérouler le deuxième. Donc, en résumé, avant de passer la parole à Jérôme Mal, ce schéma d'aménagement économique de Rennes Métropole, il a l'optimisation foncière comme fil rouge, comme socle véritablement très fort. Et quand je parle d'optimisation foncière, ça veut dire trouver finalement, dans ce qui est le développement économique, le bon équilibre entre la sobriété foncière, qui est une nécessité absolue, qui s'impose à nous, et aussi quand même continuer à répondre aux attentes et aux besoins des entreprises donc pour maintenir la dynamique économique et la création d'emplois. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément dans une logique purement d'attractivité, c'est aussi pour soutenir le développement endogène de nos entreprises. Donc, en fait, on a un SAE qui s'articule autour de 5 grandes thématiques. Une programmation prévisionnelle des ZAE en extension urbaine, parce qu'on a quand même le sentiment que la densification ne suffira pas à répondre à l'ensemble des besoins. Mais par contre, ce sera une extension urbaine qui sera contrainte par, évidemment, les objectifs de zéro artificialisation nette. Alors, le point très important, le potentiel d'implantation via la densification et le renouvellement urbain à vocation économique, c'est-à-dire comment on garde dans le renouvellement urbain aussi cette vocation d'accueil des entreprises, notamment des entreprises productives, ce qui peut être un sujet, y compris autour du modèle économique. Quand on fait du renouvellement urbain avec changement de destination, qu'on transforme une friche industrielle, par exemple, en zone de logement ou en zone commerciale ou même en zone de bureau, éventuellement, on crée de la valeur et on arrive à trouver les modèles économiques. Si on veut les garder pour des raisons de typologie d'emploi à vocation d'économie productive, c'est un petit peu plus compliqué, en tout cas sur le modèle économique. La question, j'en ai parlé tout de suite, de la qualité et de l'attractivité des autres activités existantes, donc pour établir un état des lieux des préconisations, se doter également d'outils d'observation, d'aide à la décision, et puis réfléchir aux aspects réglementaires, donc quelles modifications du PLUI on peut apporter, modifications au pluriel, donc successives, pour véritablement répondre à tous ces enjeux, et ne pas hésiter éventuellement à être un peu innovant dans ces pratiques. Est-ce qu'il y a quelque chose autour d'un OFL économique, par exemple, dissociation du foncier et de la propriété bâtie? Ce sont en tout cas des réflexions que nous allons mener dans le cadre de ce schéma d'aménagement économique. Donc, voilà pour le propos introductif, pour remettre un petit peu dans le contexte l'étude de l'Audiard. Et donc, je vais passer la parole à Jérôme Mal, donc chargé d'études à l'Audiard, qui a travaillé principalement sur cette question des potentiels d'implantation via la densification et qui va vous présenter la méthode que l'Audiard a mise en œuvre pour pouvoir analyser ces potentiels. Bien, merci François. Alors pour nourrir ce fil rouge de l'optimisation foncière dans les zones d'activité existantes, l'Audiard a engagé en 2020, sur une période assez courte de 9 mois, une démarche d'étude sur 20 zones d'activité. Avec 3 services de Rennes Métropole, mais aussi avec l'aménageur public local, territoire. Alors, on ne va pas épuiser le sujet ce soir, mais insister sur quelques éléments très concrets, la méthode, les enseignements et puis les questionnements issus de ces 20 études de cas. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre si je suis trop long, l'essentiel sera dit au début. Donc, 20 zones d'activité étudiées, ce sont des activités de toute taille, ça va de 6 hectares dans des petites communes jusqu'à de grandes zones d'activité industrielle d'une centaine d'hectares. On a travaillé sur 950 hectares, soit le quart des espaces économiques de la métropole, dans un temps assez très court, puisque l'objectif, c'était de balayer un quart des espaces économiques de la métropole avec une méthode
standard et reproductible à partir d'analyses géomatiques, puisqu'on a à l'agence d'urbanisme beaucoup de bases de données, et puis un repérage terrain systématique. À ce stade, on n'a pas fait d'entretien avec les entreprises, ni avec les propriétaires du foncier, ni avec les collectivités. Ce sera l'étape suivante, l'étape plus préopérationnelle, lorsque des zones d'activité prioritaires auront été ciblées. Donc, on a identifié les potentiels théoriques, je dis bien théoriques, d'optimisation foncière, et on vous présentera la méthode juste après. Donc, ces zones d'activité, si on regarde le nombre d'emplois à l'hectare, ce sont des zones d'activité qui ont un profil économique très variable. En bleu, ce sont les zones d'activité tertiaires qu'on a étudiées, puisque l'objectif, c'était aussi de valider une méthode. Mais aussi, vous avez des zones d'activité qui ont un ratio d'emplois à l'hectare qui est assez moyen, autour d'une vingtaine d'emplois à l'hectare, mais aussi des zones d'activité qui ont très peu d'emplois à l'hectare. Donc, un profil, un éventail de zones d'activité très complet. La méthode. Alors ça, c'est le cœur du travail. Il y a quand même des notions à préciser. Très bref, 2 notions. On a travaillé sur chaque unité foncière des zones d'activité, des unités non bâties, des unités avec du bâti vacant, ou des unités foncières occupées, mais sous-occupées et potentiellement divisables. Par ailleurs, on a travaillé sur le concept d'optimisation, qui n'est pas tout à fait la même chose que le concept de densification. L'optimisation, c'est maximiser l'espace par rapport à un usage. Donc, on part d'une photographie de l'existant. C'est une notion qui diffère de la densification, qui est une mesure d'une valeur par rapport à une surface, par exemple des logements à l'hectare. Et là, la notion de densification, elle a plutôt une notion de projet. Donc, on a travaillé sur une photographie de l'existant et non pas sur une projection d'un futur possible, qui est une vision plus politique. Alors, la méthode, rassurez-vous, je ne vais pas vous la détailler, mais la méthode qu'on a employée, c'est la méthode des pondérations, qui est une méthode assez simple. C'est-à-dire que plus le nombre de points est élevé, plus la probabilité théorique d'optimisation de l'unité foncière est forte. On a raisonné en 3 étapes. Une première étape de pondération, tout simplement, et on a distingué les unités foncières à vocation tertiaire, puisque c'est une problématique très particulière, des autres vocations d'unités foncières, type industriel, commerce de gros, logistique, etc. Dans cette première étape, après cette première étape, nous avons fait une deuxième étape de surpondération, c'est-à-dire que plus l'unité foncière était grande, plus le nombre de points affectés était important. Ce qui nous donne en fait un résultat dans la 3e étape, une note finale, où on peut distinguer en fait aucun potentiel d'optimisation, un potentiel faible, un potentiel moyen, un potentiel fort. Je reviens sur la première étape et l'étape de pondération qui croise en fait un travail de croisement de fichiers géomatiques assez important et un travail de terrain systématique. Et on a ciblé en fait, différents critères. On a identifié s'il y avait une sous-occupation des unités foncières, s'il y avait des emplois ou pas d'emplois, si l'unité foncière était occupée ou non occupée et s'il y avait de la présence de l'habitat. Donc, ça nous donne en fait ces résultats voilà, sur 2 zones d'activité. La première étape de pondération avec un nombre de points, la surpondération qui est affectée en fait aux grandes unités foncières, et puis un résultat qui nous donne en fait des potentiels faibles, moyens et forts. Et il y a une 4e étape qui est une analyse plus qualitative où le regard en fait de l'expert et le travail terrain nous permet en fait de dégager des enjeux particuliers. Alors, voilà le résultat en fait de ces études où on a pu identifier pour les 20 zones d'activité les différents niveaux de potentiel, faible, moyen et fort, ce qui nous permet en fait de cibler très rapidement les zones d'activité où les enjeux d'optimisation foncier sont les plus forts.
Alors, pour la collectivité et pour aussi l'aménageur public local qui est susceptible de travailler sur l'optimisation des zones d'activité, on a produit en fait des documents assez complets qui leur permettent en fait d'avoir une radioscopie totale en fait de la zone d'activité et d'opérer le plus rapidement possible toutes les études préalables à une intervention de la collectivité. Alors, est-ce que j'ai encore 2-3 minutes? Et je crois qu'il va falloir conclure. Bon, alors, du coup, juste, je vais la parole à conclure. nouveau à François Vraud. Voilà, alors 4 types de zones d'activité, en fait 4 profils de zones d'activité qu'on a identifiés à travers ces 20 études de cas qui correspondent en fait à un éventail de politiques publiques possibles. Il y a un premier cas en fait où vous avez des zones d'activité, vous avez des enveloppes de réserve foncière qui sont clairement identifiées. Donc ça, c'est un exemple où là, on a des fonciers dans des grandes unités foncières qui ne sont pas occupés. Donc ça, c'est le rêve pour un aménageur. Un deuxième profil de zone d'activité où il y a un projet d'aménagement économique d'ensemble qui est nécessaire. Ce n'est pas des enveloppes foncières directement mobilisables, mais il y a quand même un projet économique à imaginer. Là, c'est le cas d'une zone d'activité où vous avez des extensions qui sont en cours. Un troisième profil où c'est la nécessité non pas d'un projet économique, mais c'est d'un projet urbain qui est nécessaire. Là, vous avez l'exemple d'une zone d'activité qui est mitée par de l'habitation, soit de l'habitation seule, soit de l'habitation avec de l'activité. Et là, il est nécessaire d'avoir une réflexion un petit peu plus large. Et puis, vous avez un quatrième profil de zone d'activité où il y a une nécessité, des zones d'activité qui se portent bien, qui sont attractives, mais il y a une nécessité d'une veille, d'une sensibilisation et d'un accompagnement des acteurs. Et là, c'est toute la problématique du management des zones d'activité qui est, je dirais, un point faible de la culture économique en France, en tout cas dans la gestion des zones d'activité. Voilà. François, je te laisse la parole pour la conclusion. Voilà, juste pour une conclusion en vraiment 2 minutes, parce que sinon oui, très rapide, je n'ai même pas avoir besoin de 2 minutes, parce qu'en fait, presque tout a été dit sur ces 4 profils. Hein. Nous, on s'empare maintenant de ces travaux-là, et notamment sur ces 4 profils. Ce qu'on va engager, c'est des vraies expériences terrain pour pouvoir regarder comment on peut les aborder. Donc, effectivement, Jérôme l'a dit, sur les profils 1 et 2, on est sur des opérations d'aménagement qui vont nous permettre aussi de travailler la question de la densification et de l'optimisation foncière. C'est moins compliqué, on va dire, que dans les cas 3 et 4. Dans le cas 3, il faut qu'on fasse quasiment ce que j'appelle moi de la dentelle, c'est-à-dire qu'on aille voir les entreprises, qu'ils soient propriétaires occupants ou les bailleurs lorsqu'ils sont propriétaires du foncier et des locaux, pour regarder avec eux exactement comment on peut les accompagner dans une logique de densification de leurs parcelles. Ça peut être une opportunité, ça peut aussi être vécu comme une contrainte. Donc c'est vraiment là la logique d'accompagnement très, très au terrain qu'il faut réaliser. Et le profil 4, c'est celui aussi qui nécessite ce que disait Jérôme, c'est-à-dire d'avoir une vraie projection sur moi, ce que j'appelle la dimension servicielle des zones d'activité, c'est-à-dire ne pas être simplement dans l'aménagement, mais aussi tout au long finalement de la vie de la zone d'activité, d'être en proximité grande avec les acteurs pour développer la logique de service, y compris celle de la densification, mais y compris aussi tout ce qui peut tourner autour des transitions écologiques, mise en place d'économies circulaires, mise en place d'un certain nombre de mutualisations de services sur les zones d'activité. Donc voilà globalement le travail qui nous attend, et on sera ravis de pouvoir partager éventuellement avec vous les résultats de nos retours d'expérience. Merci en tout cas pour ces témoignages, et on voit bien là l'intérêt de la collaboration avec les agences d'urbanisme qui permettent d'engager des démarches extrêmement intéressantes. Et là, on l'a vu avec le cas évidemment de ces études sur ces zones d'activité pour pouvoir optimiser le foncier sans avoir à aller peut-être chercher de l'urbanisation à l'extérieur. Peut-être y a-t-il des demandes de parole. C'est peut-être le moment si quelqu'un souhaite prendre la parole. Par contre, je n'ai pas de vision sur des demandes de parole. S'il n'y en a pas, il n'y a pas. Je ne vois pas de main levée non plus pour l'instant. La parole donc à Hélène, et qui va soit poser des questions, relancer le débat, ou peut-être commencer sa conclusion. Non, simplement, si, une main s'est levée, celle de Luca Pouvot de Ville Vivante. Donc, je vais tout de suite lui passer la parole et puis remercier évidemment nos intervenants, m'excusant auprès de la métropole de Rennes du fait qu'on a dû faire assez vite et ils ont été un petit peu victimes. C'est malheureusement souvent le cas de la fin de
la séance, mais en tout cas, l'exemple est vraiment intéressant et on avait choisi cette initiative à la fois pour valoriser, comme le disait Pierre, les agences d'urbanisme comme un outil à disposition également des villes moyennes, même si c'est l'agence de leur territoire, il peut y avoir des conventions de partenariat, et on en a d'ailleurs quelques-unes dans les territoires pilotes de sobriété foncière avec les agences d'urbanisme qui disposent de données et de savoir-faire vraiment utiles sur ces questions. Et puis parce que bien que ce soit une expérience métropolitaine et qu'ici on est plutôt entre villes moyennes, on voit à quel point sur ces sujets de zone d'activité, on est sur des questions similaires, en tout cas voisines, en termes d'intervention. Et donc, ça me paraissait très, très illustratif. Voilà, Lucas Pouvreau, qui avait une question. Merci. Je voulais juste réagir sur la partie sur l'expérimentation conduite dans les zones d'activité. Merci beaucoup pour cette présentation parce que ça nous donne un peu envie peut-être d'en rediscuter plus tard et de se rencontrer également, puisqu'on a pu mener un travail similaire, nous, dans l'agglomération de La Rochelle. Et c'était extrêmement dur, beaucoup plus dur encore que sur l'habitat, dans la mesure où une partie du travail amont, avant d'aller rencontrer les entreprises, on avait passé un temps important à observer les dynamiques qui se font de manière spontanée d'optimisation. Et en observant un peu les modèles économiques des entreprises qui optimisent déjà, sans qu'aucune démarche de la collectivité soit lancée, leur foncier, on se rend compte que l'intérêt économique pour les entreprises à le faire est beaucoup plus limité que pour un habitant. Enfin, si vous imaginez un habitant qui, en zone urbaine, divise un terrain et il ramasse 150 000 € en revendant le terrain, bon, il y a un intérêt qui est clair. En zone d'activité, on est sur des sommes qui peuvent être similaires, mais qu'on rapportera à des chiffres d'affaires parfois de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, l'intérêt va être plus faible. Voilà, c'était juste pour dire qu'on avait mené des choses similaires et ça peut être intéressant à la suite de cet échange d'avoir un échange ensemble et d'approfondir sur ces questions, d'autant plus que sur Épernay, on va également creuser la thématique des zones d'activité. Voilà, c'était juste pour... Volontiers, enfin moi j'approuve ce que vous venez de dire, tout à fait. C'est toute la difficulté, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le modèle économique aujourd'hui de ce renouvellement et de cette optimisation foncière en zone d'activité, il est à trouver. Surtout si on ne veut pas changer d'usage. Je suis passé très très vite, mais c'est vrai que si on fait un changement d'usage d'une friche industrielle que l'on passe effectivement en logement, voire même en zone commerciale, encore que ce sera sans doute de plus en plus compliqué maintenant de le faire, mais en tout cas, on peut créer de la valeur et d'une certaine manière trouver un modèle économique lorsque l'on garde de manière très volontariste, et c'est le cas aussi de ce que l'on fait nous, sur une grande partie de nos zones d'activité, une vocation, on va dire plutôt productive, incluant aussi quand même commerce de gros, etc., mais donc plutôt avec du bâtimentaire type entrepôt, locaux d'activité, c'est beaucoup plus compliqué de trouver effectivement le modèle économique. D'où pour nous toute la réflexion sur quels sont les outils d'intervention de la collectivité pour favoriser cela et faciliter effectivement cette densification, cette optimisation. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, je pense que visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Je vais remercier évidemment les témoignages de monsieur le maire d'Épernay, de monsieur l'adjoint d'Avignon, et puis aussi de tous les intervenants qui ont été vraiment très efficaces dans leur démonstration. On voit que ce sont des territoires très, très ambitieux. Et je vais laisser la parole à Roland Michel Blaiseau pour la conclusion de ces rencontres.